Bonjour à toutes et à tous. Du coup, moi je vais profiter que je commence la session d'intervention ce matin pour rendre hommage à la vraie star de la journée. Et donc je ne parle pas des mèzes, mais je parle de lui, le sol. Parce que oui, en fait, quand on parle de retour au sol, c'est lui qui fait tout le travail. Donc le sol, c'est cet écosystème complexe fait de matière minérale et de matière organique, composé aussi d'organismes vivants. Il y a plus d'organismes vivants dans le sol qu'à la surface de la Terre. Et donc c'est le fonctionnement de cet écosystème qui fait que le sol assure 4 fonctions élémentaires. Élémentaires aux écosystèmes et par extension à la vie et à l'humanité. Cette première fonction, c'est la transformation du carbone. Alors quand je parle du carbone, je parle en fait des matières organiques, sachant que les matières organiques sont composées à plus de 50% de carbone. Donc le sol assure ce recyclage, cette transformation du carbone. Il assure aussi le recyclage des nutriments, donc dans le cas qui nous intéresse, principalement de l'azote et du phosphore. Le recyclage des nutriments est donc le fait de les rendre disponibles pour les organismes vivants, notamment les plantes, à travers le phénomène donc, de biodisponibilité. Une autre fonction importante du sol, c'est qu'il va, de par sa structure, créer des porosités, microporosités, macroporosités, qui vont permettre le passage de l'eau, le cycle de l'eau de se faire, et aussi la fourniture d'habitats essentiels pour les organismes vivants du sol. Enfin, la dernière fonction, c'est la régulation des populations, donc avec le rôle des micro-organismes sur le contrôle des bioagresseurs, donc virus, bactéries et maladies. Alors quand je dis que le sol c'est la star, en fait les vraies stars, ce sont eux, les bactéries, champignons, vers de terre. Ce sont eux qui vont assurer toutes ces fonctions dans le sol. Donc c'est vraiment la vie du sol qui fait que le sol va pouvoir assurer ses fonctions. Et donc de par ces fonctions, le sol permet de rendre des services. Donc aujourd'hui, il y en a 2 en particulier qui vont nous intéresser. D'une part, le service de croissance des plantes, donc une fonction de production qui va surtout intéresser les agriculteurs, mais aussi des fonctions plus environnementales comme la régulation des cycles de l'eau et la séquestration du carbone, mais qui sont d'autant plus intéressantes aussi pour les agriculteurs. Et donc on comprend bien ici le rôle primordial du sol, qui est donc l'outil de production principal des agriculteurs. Donc un intérêt vraiment très important de préserver ses capacités. Et enfin, concernant le retour au sol, un service qui va aussi particulièrement nous intéresser, c'est celui de résilience et de durabilité environnementale. Donc avec ces phénomènes d'autorégulation dans le sol et de capacité d'adaptation. Et donc, quand on pense à tout ça, pourquoi on fait du retour au sol ? Eh bien, c'est parce que justement le sol est capable de recycler ce carbone et ses nutriments. Et c'est aussi parce que le sol est capable de réguler et de fixer des éléments dont on ne veut pas qu'ils se retrouvent dans certains compartiments, comme les nappes ou les plantes ou les animaux. Et donc, on fait le retour au sol parce que le sol est capable de faire ça. Mais d'où l'importance de ne pas dépasser les capacités du sol à assurer ses fonctions, et surtout de maintenir ses capacités. Donc on est encore une fois de plus sur l'importance de gérer le sol et sa capacité à assurer ses fonctions. Ces 2 éléments traduisent des notions qui sont fondamentales concernant le retour au sol, à savoir la valeur agronomique, l'efficacité, l'utilité agronomique d'un produit résiduaire qu'on recycle en agriculture, et dans un deuxième temps, l'innocuité, la preuve que ce produit n'aura pas d'impact négatif sur les aspects sanitaires et environnementaux. Donc ces 2 aspects sont vraiment les 2 fondamentaux du retour au sol, notamment encadrés par la réglementation et l'expertise des mèzes. Alors dans la grande famille du retour au sol, si on se place du point de vue d'une exploitation agricole, on a déjà un grand nombre de produits résiduaires qui sont recyclés en agriculture. Ça se fait depuis la nuit des temps, donc différentes origines. Et donc dans une notion de cycle, les produits agricoles sont exportés, servent de matières premières et de ressources consommées par la vie civile, on va dire, les industries, qui génèrent à leur tour des déchets industriels et urbains. Ces déchets sont en partie valorisés sur les sols agricoles,
Donc on a encore là une diversité d'éléments qui retournent au sol, d'origine exogène à l'exploitation. Et parmi cette diversité de produits, on a les boues de stations d'épuration. Donc ce qu'il est important de comprendre à travers ce schéma, c'est qu'on a cette diversité de produits qui retournent au sol avec des caractéristiques différentes, des effets différents, qui proviennent de l'exploitation et de l'extérieur de l'exploitation. Donc il y a vraiment besoin d'avoir une vision globale à l'échelle d'un territoire. Alors est-ce que c'est à l'échelle d'une collectivité? Est-ce que c'est à l'échelle d'un département? En tout cas, ça dépend de l'objectif qu'on donne à cette vision globale. Mais il est important d'avoir cette vision globale pour avoir une cohérence des épandages et éviter la superposition d'épandages qu'on ne souhaite pas. Et cette vision globale, bien entendu, a besoin d'intégrer les boues. On ne peut pas se focaliser uniquement sur un déchet à la fois. Il faut vraiment avoir cette complémentarité. Alors quand on parle de l'épandage de boue urbaine en particulier, donc moi aussi j'ai appris la semaine dernière que Victor Hugo dédiait tout un chapitre dans Les Misérables sur l'épandage des boues vraiment à la sortie des toilettes. Bon, à l'époque c'était pas les mêmes boues, mais donc effectivement c'est une pratique ancienne et tout simplement quand les stations d'épuration sont apparues, il a paru naturel d'utiliser les boues en agriculture. Donc c'est une pratique ancienne qui est venue ensuite être encadrée par une réglementation au début des années 90. Bon, là, je vous laisse apprécier les vignettes issues d'une brochure de l'ADEME, matière fécale desséchée, voilà. 2,70 € le kilo en vrac. Alors les boues, quand on parle de boue, bon, c'est un sous-produit de l'assainissement. Grossièrement, ce sont des matières organiques, des matières minérales, des micro-organismes et de l'eau. Alors dans tout ça, il y a des éléments qui vont être particulièrement intéressants pour l'agriculture, notamment le carbone, enfin la matière organique, l'azote qui va être principalement sous forme organique et qui va se libérer lentement dans le sol pour être disponible pour les plantes, le phosphore qui est lui, selon le type de traitement, quasi assimilable à un engrais minéral. Pas trop de potasse, mais beaucoup d'autres éléments qui peuvent être intéressants pour les cultures. Et les boues, c'est aussi un vecteur de transfert, une voie de transfert d'éléments qu'on ne souhaite pas retrouver dans différents compartiments de l'environnement, et donc pour lequel la réglementation et le respect des teneurs et des flux va être très important. On retrouve ici les deux piliers, valeur agronomique, innocuité. Donc, grosso modo, je dirais que les boues, c'est un engrais organique qui contient surtout de l'azote et du phosphore. Et c'est aussi l'engrais organique le plus contrôlé de France, en termes de teneur, de composition et d'usage. Plan d'épandage, analyse, dose contrôlée, suivi obligatoire. Alors si on fait un petit peu le panorama de la filière, il y a différents enjeux, différents avantages, intérêts, contraintes et inconvénients à utiliser des boues. D'un point de vue agronomique, on l'a vu, les boues participent à la nutrition des plantes. Elles apportent aussi du carbone, de la matière organique, donc elles vont stimuler la vie microbienne et participer en partie à la structure du sol. Les contraintes, je dirais que c'est le fait que ça libère l'azote de manière différée. Il va falloir être vraiment précis sur la gestion de cet azote organique, parce qu'on a besoin de références sur le moment où cet azote va commencer à se libérer, et donc régler la période d'épandage et la dose à l'aide de ces références. Et donc ça rend la gestion un peu plus complexe. Et enfin, les boues, bon, c'est pas un inconvénient, mais disons que c'est une contrainte à gérer, peuvent être très riches en phosphore. Et donc c'est un élément qui peut devenir limitant sur l'usage des boues de stations d'épuration, sur des cultures qui sont faiblement exigeantes en phosphore, avec des rendements qui ne sont pas forcément très élevés, donc on n'a pas beaucoup d'exportation de phosphore, et du coup pas besoin d'en amener beaucoup. Donc ça peut être un élément limitant. D'un point de vue économique, l'avantage pour les collectivités, c'est que l'épandage agricole a un coût moindre par rapport à d'autres filières, et pour l'agriculteur, l'apport de ces nutriments va venir se substituer partiellement ou totalement à la fertilisation avec des engrais de synthèse. Les inconvénients, alors, du point de vue d'un agriculteur qui utilise des boues, le fait qu'il y ait des cahiers des charges et des contrats d'achat qui interdisent son utilisation peut être limitant. Donc ça, c'est du point de vue
l'agriculteur utilisateur. D'un point de vue plus environnemental et sociétal, eh bien, les agriculteurs rendent un service à la société, comme l'a dit M. Alma, en acceptant les bouts de stations d'épuration, et donc participent de ce fait au recyclage, à l'économie circulaire locale de ces bouts. Et c'est un service qui est peu reconnu, et au contraire, souvent, il est plutôt décrié. Et donc les inconvénients, comme je l'ai dit, les bouts sont un vecteur de composés potentiellement à risque. Et enfin, il y a quand même des inconvénients majeurs qui peuvent, par exemple, être les odeurs, les problèmes de nuisance, donc à gérer au niveau du chantier ou du traitement des bouts, et l'acceptation sociale qui reste compliquée sur certains secteurs. Alors, pour pallier à tout ça, en plus d'un cadre réglementaire strict, donc des missions d'expertise et de suivi des épandages ont été mises en place, donc c'est la fameuse MES dont on parle depuis ce matin. Donc c'est un organisme désigné par le préfet, donc à travers un arrêté préfectoral, ce qui confère aux MES une assise réglementaire et une reconnaissance. Ce sont des organismes portés par les chambres d'agriculture, donc ce qui leur confère aussi un caractère neutre et indépendant des producteurs de boue et autres produits résiduaires organiques. Le fait qu'on soit financé par les agences de l'eau, les chambres d'agriculture et les départements, ça donne une certaine pérennité dans le temps et quelque part une pérennité aussi de la filière. Et enfin, l'organisation de la MES est suivie par un comité d'orientation, un comité de suivi, qui inclut un grand nombre d'acteurs, donc notamment les services de l'État, agences de l'eau, SATES, mais aussi la profession agricole, organismes représentants des usagers, des collectivités et de l'environnement. Donc c'est vraiment pour avoir une vision globale et surtout avoir un lieu d'échange justement sur tous ces sujets. Alors le rôle de la MES, comme l'a dit Alain, c'est vraiment la plus-value, c'est l'expertise agronomique. C'est vraiment notre cœur de métier. Et donc on est là pour vérifier la cohérence du raisonnement agronomique de l'épandage de boue. Les boues sont en engrais et donc doivent être utilisées comme telles. On intervient à toutes les étapes des épandages, donc notamment en amont, avec des réunions préalables avec les collectivités ou les bureaux d'études, pour discuter des modalités d'épandage. On intervient lors de l'expertise de ces études d'épandage, donc conjointement à la DDT, à la DDTM, DDT, ça dépend des départements, qui va rendre un avis sur le dossier. Et on intervient aussi sur le chantier en faisant des visites ou des analyses de contrôle, donc contrôle des sols ou contrôle des boues. Et donc, on fait aussi de l'accompagnement et du suivi de tous ces plans d'épandage. Et donc, on se situe un petit peu au carrefour de la filière qui rassemble tous ces acteurs. Et on est là aussi pour assurer la transparence en produisant chaque année une synthèse des épandages dans le département et en communiquant ces informations pour que voilà, il y ait une transparence totale sur cette filière. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et enfin, le champ de compétences des MES, donc on intervient sur les plans d'épandage de boue urbaine, compost de boue non normée, donc tout ce qui rentre dans le champ agence de l'eau, donc pour la prime pour épuration. On intervient aussi sur les effluents de caves et industries agroalimentaires en plan d'épandage ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement. Et donc là, c'est le cadre de la redevance pollution. Alors la MES, en gros, enfin concrètement, où est-ce qu'elle se situe? On a une collectivité qui fait un plan d'épandage. Elle transmet son dossier au service de l'État, donc au guichet unique. Le service de l'État sollicite un avis de la MES, donc porté par les chambres d'agriculture. Nous rendons un avis argumenté, donc sur 6 à 8 pages en général. Et nous transmettons cet avis au service de l'État qui va en prendre connaissance et donc à son tour transmettre une validation à la collectivité. Et donc nous, en parallèle, on a aussi des échanges plutôt informels avec la collectivité ou les bureaux d'études pour améliorer le dossier ou pour avoir des explications sur notre avis. Et donc, en parallèle de ça, on transmet aussi notamment le bilan agronomique à l'agence de l'eau, qui va prendre en compte notre avis dans le calcul de la prime pour épuration ou dans le calcul de la redevance pollution qui est reversée à la collectivité
ou à l'établissement qui fait un plan d'épandage. Donc on voit là bien le rôle de la Vimez dans la filière et surtout le levier financier qu'il peut représenter pour assurer une bonne qualité des épandages. J'ai perdu ma souris, voilà. Alors je dirais que quand on travaille dans la mèze, on se rend bien compte que le retour au sol, on se situe vraiment au carrefour d'enjeux divers, avec des acteurs multiples, et avec des objectifs qui, a priori, peuvent sembler un petit peu, en tout cas pas communs. On a des collectivités, des industries qui doivent valoriser des déchets, et on a des exploitations agricoles qui veulent produire une agriculture de qualité et viable. Malgré tout, sur le sujet du retour au sol, ces acteurs se retrouvent sur un sujet commun, c'est-à-dire la préservation des ressources, et avant tout la préservation du sol. Des eaux, diminution de l'énergie, diminution de l'utilisation de minéraux, et préservation de la biodiversité. Et donc tout au long de la filière, on va faire en sorte que chaque acteur ait son rôle à jouer, notamment en amont de la filière sur la production de matières organiques de qualité, et en aval sur un raisonnement agronomique précis de ces engrais. Et donc, concernant le retour au sol des boues de stations d'épuration, ça va être par exemple de travailler sur la collecte des eaux usées, la qualité de la filière traitement eau et boue, et enfin, sur l'apport de matières organiques, de travailler sur la qualité des études d'épandage et sur la qualité du chantier. Donc c'est un petit peu tous les sujets qu'on va couvrir aujourd'hui. Et j'invite aussi le public venu nombreux aujourd'hui à participer activement au débat et faire en sorte que tous ensemble on participe à un retour au sol de qualité. Je vous remercie.